Le tour du monde en 80 jours de Jules Verne, partie 5 du livre audio, chapitre 22, où Passepartout voit bien que, même aux antipodes, il est prudent d'avoir quelque argent dans sa poche. Le Carnatic, ayant quitté Hong Kong le 7 novembre à 6h30 du soir, se dirigeait à toute vapeur vers les terres du Japon. Il emportait un plein chargement de marchandises et de passagers. 2 cabines de l'arrière restaient inoccupées. C'étaient celles qui avaient été retenues pour le compte de M. Phileas Fogg. Le lendemain matin, les hommes de l'avant pouvaient voir, non sans quelque surprise, un passager, l'œil à demi hébété, la démarche branlante, la tête ébouriffée, qui sortait du capot des secondes et venait en titubant s'asseoir sur une drôme. Ce passager, c'était Passepartout en personne. Voici ce qui était arrivé. Quelques instants après que Fix eut quitté la tabagie, 2 garçons avaient enlevé Passepartout, profondément endormi, et l'avaient couché sur le lit réservé aux fumeurs. Mais 3 heures plus tard, Passepartout, poursuivi jusque dans ses cauchemars par une idée fixe, se réveillait et luttait contre l'action stupéfiante du narcotique. La pensée du devoir non accompli secouait sa torpeur. Il quittait ce lit d'ivrogne et, trébuchant, s'appuyant aux murailles, tombant et se relevant, mais toujours et irrésistiblement poussé par une sorte d'instinct, il sortait de la tabagie, criant comme dans un rêve. « Le Carnatic ! Le Carnatic !» Le paquebot était là, fumant, prêt à partir. Passepartout n'avait que quelques pas à faire. Il s'élança sur le pont volant, il franchit la coupée et tomba inanimé à l'avant au moment où le Carnatic larguait ses amarres. Quelques matelots, en gens habitués à ces sortes de scènes, descendirent le pauvre garçon dans une cabine des secondes, et Passepartout ne se réveilla que le lendemain matin, à 150 milles des terres de la Chine. Voilà donc pourquoi, ce matin-là, Passepartout se trouvait sur le pont du Carnatic et venait humer à pleine gorgée les fraîches brises de la mer. Cet air pur le dégrisa. Il commença à rassembler ses idées et n'y parvint pas sans peine. Mais enfin, il se rappela les scènes de la veille, les confidences de Fix, la tabagie, etc. « Il est évident, se dit-il, que j'ai été abominablement grisé. Que va dire M. Fogg ? En tout cas, je n'ai pas manqué le bateau et c'est le principal. » Puis, songeant à Fix, « Pour celui-là, se dit-il, j'espère bien que nous en sommes débarrassés et qu'il n'a pas osé, après ce qu'il m'a proposé, nous suivre sur le Carnatic. Un inspecteur de police, un détective aux trousses de mon maître, accusé de ce vol commis à la Banque d'Angleterre. Allons donc, M. Fogg est un voleur comme je suis un assassin. » Passepartout devait-il raconter ces choses à son maître ? Convenait-il de lui apprendre le rôle joué par Fix dans cette affaire ? Ne ferait-il pas mieux d'attendre son arrivée à Londres pour lui dire qu'un agent de la police métropolitaine l'avait filé autour du monde et pour en rire avec lui ? Oui, sans doute. En tout cas, question à examiner. Le plus pressé, c'était de rejoindre M. Fogg et de lui faire agréer ses excuses pour cette inqualifiable conduite. Passepartout se leva donc. La mer était houleuse et le paquebot roulait fortement. Le digne garçon, aux jambes peu solides encore, gagna tant bien que mal l'arrière du navire. Sur le pont, il ne vit personne qui ressemblât ni à son maître, ni à Mrs. Aouda. « Bon, fit-il, Mrs. Aouda est encore couchée à 7 heures. Quant à M. Fogg, il aura trouvé quelques joueurs de whist. Et suivant son habitude... » Ce disant, Passepartout descendit au salon. M. Fogg n'y était pas. Passepartout n'avait qu'une chose à faire, c'était de demander au purser quelle cabine occupait M. Fogg. Le purser lui répondit qu'il ne connaissait aucun passager de ce nom. « Pardonnez-moi, dit Passepartout en insistant, il s'agit d'un gentleman, grand, froid, peu communicatif, accompagné d'une jeune dame. »« Nous n'avons pas de jeune dame à bord, répondit le purser. Au surplus, voici la liste des passagers. Vous pouvez la consulter. » Passepartout consulta la liste.
Le nom de son maître n'y figurait pas. Il eut comme un éblouissement. Puis une idée lui traversa le cerveau. « Ah ça ! Je suis bien sur le Carnatic !» s'écria-t-il. « Oui, » répondit le purceur. « En route pour Yokohama !»« Parfaitement. » Passepartout avait eu un instant cette crainte de s'être trompé de navire. Mais s'il était sur le Carnatic, il était certain que son maître ne s'y trouvait pas. Passepartout se laissa tomber sur un fauteuil. C'était un coup de foudre. Et soudain, la lumière se fit en lui. Il se rappela que l'heure du départ du Carnatic avait été avancée, qu'il devait prévenir son maître et qu'il ne l'avait pas fait. C'était donc sa faute si M. Fogg et Mrs. Aouda avaient manqué ce départ. Sa faute, oui, mais plus encore celle du traître qui, pour le séparer de son maître, pour retenir celui-ci à Hong Kong, l'avait enivré. Car il comprit enfin la manœuvre de l'inspecteur de police. Et maintenant, M. Fogg, à coup sûr ruiné, son pari perdu, arrêté, emprisonné peut-être. Passepartout, à cette pensée, s'arracha les cheveux. Ah, si jamais Fix lui tombait sous la main, quel règlement de compte! Enfin, après le premier moment d'accablement, Passepartout reprit son sang-froid et étudia la situation. Elle était peu enviable. Le Français se trouvait en route pour le Japon. Certain d'y arriver, comment en reviendrait-il ? Il avait la poche vide. Pas un shilling, pas un penny. Toutefois, son passage et sa nourriture à bord étaient payés d'avance. Il avait donc 5 ou 6 jours devant lui pour prendre un parti. S'il mangea et but pendant cette traversée, cela ne saurait se décrire. Il mangea pour son maître, pour Mrs. Aouda et pour lui-même. Il mangea comme si le Japon, où il allait aborder, eût été un pays désert, dépourvu de toute substance comestible. Le 13, à la marée du matin, le Carnatic entrait dans le port de Yokohama. Ce point est une relâche importante du Pacifique, où font escale tous les steamers employés au service de la poste et des voyageurs entre l'Amérique du Nord, la Chine, le Japon et les îles de la Malaisie. Yokohama est situé dans la baie même de Yedo, à peu de distance de cette immense ville, seconde capitale de l'Empire japonais, autrefois résidence du Taikun, du temps que cet empereur civil existait, et rivale de Meako, la grande cité qu'habite le Mikado, empereur ecclésiastique, descendant des dieux. Le Carnatic vint se ranger au quai de Yokohama, près des jetées du port et des magasins de la douane, au milieu de nombreux navires appartenant à toutes les nations. Passepartout mit le pied, sans aucun enthousiasme, sur cette terre si curieuse des fils du soleil. Il n'avait rien de mieux à faire que de prendre le hasard pour guide et d'aller à l'aventure par les rues de la ville. Passepartout se trouva d'abord dans une cité absolument européenne, avec des maisons à basse façade, ornées de vérandas sous lesquelles se développaient d'élégants péristyles et qui couvraient de ses rues, de ses places, de ses docks, de ses entrepôts, tout l'espace compris depuis le promontoire du traité jusqu'à la rivière. Là, comme à Hong Kong, comme à Calcutta, fourmillait un pêle-mêle de gens de toute race, américains, anglais, chinois, hollandais, marchands prêts à tout vendre et à tout acheter, au milieu desquels le français se trouvait aussi étranger que s'il eût été jeté au pays des Hottentots. Passepartout avait bien une ressource, c'était de se recommander près des agents consulaires français ou anglais établis à Yokohama. Mais il lui répugnait de raconter son histoire, si intimement mêlée à celle de son maître, et avant d'en venir là, il voulait avoir épuisé toutes les autres chances. Donc, après avoir parcouru la partie européenne de la ville, sans que le hasard l'eût en rien servi, il entra dans la partie japonaise, décidé, s'il le fallait, à pousser jusqu'à Yedo. Cette portion indigène de Yokohama est appelée Benten, du nom d'une déesse de la mer adorée sur les îles voisines. Là se voyaient d'admirables allées de sapins et de cèdres, des portes sacrées d'une architecture étrange, des ponts enfouis au milieu des bambous et des roseaux, des temples abrités sous le couvert immense et mélancolique des cèdres séculaires, des bonzeries au fond desquelles végétaient les prêtres du bouddhisme et les sectateurs de la religion de Confucius,
des rues interminables où l'on eût pu recueillir une moisson d'enfants au teint rose et aux joues rouges, petits bonhommes qu'on eût dit découpés dans quelques paravents indigènes et qui se jouaient au milieu de caniches à jambes courtes et de chats jaunâtres, sans queue, très paresseux et très caressants. Dans les rues, ce n'était que fourmillement, va-et-vient incessant. Bonzes, passant processionnellement en frappant leurs tambourins monotones, yakounines, officiers de douane ou de police, à chapeau pointu incrustés de laque et portant 2 sabres à leur ceinture, soldats vêtus de cotonnades bleues à raies blanches et armés de fusils à percussion, hommes d'armes du Mikado, ensachés dans leurs pourpoints de soie, avec haubert et cotte de maille, et nombre d'autres militaires de toutes conditions. Car au Japon, la profession de soldat est autant estimée qu'elle est dédaignée en Chine. Puis, des frères quêteurs, des pèlerins en longue robe, de simples civils, chevelure lisse et d'un noir d'ébène, tête grosse, buste long, jambes grêles, taille peu élevée, teint coloré depuis les sombres nuances du cuivre jusqu'au blanc mat, mais jamais jaune comme celui des Chinois, dont les Japonais diffèrent essentiellement. Enfin, entre les voitures, les palanquins, les chevaux, les porteurs, les brouettes à voile, les norimons à parois de laque, les kangos moelleux, véritables litières en bambou, on voyait circuler, à petits pas de leurs petits pieds, chaussés de souliers de toile, de sandales de paille ou de socques en bois ouvragé, quelques femmes peu jolies, les yeux bridés, la poitrine déprimée, les dents noircies au goût du jour, mais portant avec élégance le vêtement national, le kimono, sorte de robe de chambre croisée d'une écharpe de soie dont la large ceinture s'épanouissait derrière en un nœud extravagant que les modernes parisiennes semblent avoir emprunté aux japonaises. Passepartout se promena pendant quelques heures au milieu de cette foule bigarrée, regardant aussi les curieuses et opulentes boutiques, les bazars où s'entasse tout le clinquant de l'orfèvrerie japonaise, les restaurations ornées de banderoles et de bannières, dans lesquelles il lui était interdit d'entrer, et ces maisons de thé où se boit à pleine tasse l'eau chaude odorante, avec le saké, liqueur tirée du riz en fermentation, et ces confortables tabagies où l'on fume un tabac très fin et non l'opium, dont l'usage est à peu près inconnu au Japon. Puis Passepartout se trouva dans les champs au milieu des immenses rizières. Là s'épanouissaient, avec des fleurs qui jetaient leurs dernières couleurs et leurs derniers parfums, des camélias éclatants, portés non plus sur des arbrisseaux, mais sur des arbres, et, dans les enclos de bambou, des cerisiers, des pruniers, des pommiers, que les indigènes cultivent plutôt pour leurs fleurs que pour leurs fruits, et que des mannequins grimaçants, des tourniquets criards, défendent contre le bec des moineaux, des pigeons, des corbeaux et autres volatiles voraces. Pas de cèdre majestueux qui n'abritât quelque grand aigle, pas de saule pleureur qui ne recouvrît de son feuillage quelque héron mélancoliquement perché sur une patte. Enfin, partout, des corneilles, des canards, des éperviers, des oies sauvages, et grand nombre de ces grues que les Japonais traitent de seigneuries et qui symbolisent pour eux la longévité et le bonheur. En errant ainsi, Passepartout aperçut quelques violettes entre les herbes. « Bon, dit-il, voilà mon souper. » Mais, les ayant senties, il ne leur trouva aucun parfum. « Pas de chance, pensa-t-il. » Certes, l'honnête garçon avait, par prévision, aussi copieusement déjeuné qu'il avait pu avant de quitter le Carnatic. Mais après une journée de promenade, il se sentit l'estomac très creux. Il avait bien remarqué que moutons, chèvres ou porcs manquaient absolument aux étalages des bouchers indigènes, et comme il savait que c'est un sacrilège de tuer les bœufs uniquement réservés aux besoins de l'agriculture, il en avait conclu que la viande était rare au Japon. Il ne se trompait pas, mais à défaut de viande de boucherie, son estomac se fût fort accommodé des quartiers de sanglier ou de daim, des perdrix ou des cailles, de la volaille ou du poisson,
dont les Japonais se nourrissent presque exclusivement avec le produit des rizières. Mais il dut faire contre fortune bon cœur et remit au lendemain le soin de pourvoir à sa nourriture. La nuit vint. Passepartout rentra dans la ville indigène et il erra dans les rues au milieu des lanternes multicolores, regardant les groupes de baladins exécuter leurs prestigieux exercices et les astrologues en plein vent qui amassaient la foule autour de leurs lunettes. Puis il revit la rade, émaillée des feux de pêcheurs qui attiraient le poisson à la lueur de résines enflammées. Enfin, les rues se dépeuplèrent. À la foule succédèrent les rondes des yakounines. Ces officiers, dans leurs magnifiques costumes et au milieu de leur suite, ressemblaient à des ambassadeurs, et Passepartout répétait plaisamment, chaque fois qu'il rencontrait quelque patrouille éblouissante, « Allons bon, encore une ambassade japonaise qui part pour l'Europe !» Chapitre 23 dans lequel le nez de Passepartout s'allonge démesurément. Le lendemain, Passepartout, éreinté, affamé, se dit qu'il fallait manger à tout prix et que le plus tôt serait le mieux. Il avait bien cette ressource de vendre sa montre, mais il fut plutôt mort de faim. C'était alors le cas ou jamais, pour ce brave garçon, d'utiliser la voix forte, sinon mélodieuse, dont la nature l'avait gratifié. Il savait quelques refrains de France et d'Angleterre, et il résolut de les essayer. Les Japonais devaient certainement être amateurs de musique, puisque tout se fait chez eux au son des cymbales, du tam-tam et des tambours, et ils ne pouvaient qu'apprécier les talents d'un virtuose européen. Mais peut-être était-il un peu matin pour organiser un concert, et les dilettanti, inopinément réveillés, n'aurait peut-être pas payé le chanteur en monnaie à l'effigie du Mikado. Passepartout se décida donc à attendre quelques heures. Mais, tout en cheminant, il fit cette réflexion qu'il semblerait trop bien vêtu pour un artiste ambulant, et l'idée lui vint alors d'échanger ses vêtements contre une défroque plus en harmonie avec sa position. Cet échange devait, d'ailleurs, produire une soulte qu'il pourrait immédiatement appliquer à satisfaire son appétit. Cette résolution prise, restait à l'exécuter. Ce ne fut qu'après de longues recherches que Passepartout découvrit un brocanteur indigène auquel il exposa sa demande. L'habit européen plut au brocanteur et bientôt Passepartout sortait affublé d'une vieille robe japonaise et coiffé d'une sorte de turban à côtes, décoloré sous l'action du temps. Mais en retour, quelques piécettes d'argent résonnaient dans sa poche. « Bon, pensa-t-il, je me figurerais que nous sommes en carnaval. » Le premier soin de Passepartout, ainsi, japonisé, fut d'entrer dans une tea-house de modeste apparence, et là, d'un reste de volaille et de quelques poignées de riz, il déjeuna en homme pour qui le dîner serait encore un problème à résoudre. « Maintenant, se dit-il, quand il fut copieusement restauré, il s'agit de ne pas perdre la tête. Je n'ai plus la ressource de vendre cette défroque contre une autre encore plus japonaise. Il faut donc aviser au moyen de quitter le plus promptement possible ce pays du soleil, dont je ne garderai qu'un lamentable souvenir. » Passepartout songea alors à visiter les paquebots en partance pour l'Amérique. Il comptait s'offrir en qualité de cuisinier ou de domestique, ne demandant pour toute rétribution que le passage et la nourriture. Une fois à San Francisco, il verrait à se tirer d'affaire. L'important, c'était de traverser ces 4700 milles du Pacifique qui s'étendent entre le Japon et le Nouveau Monde. Passepartout, n'étant point homme à laisser languir une idée, se dirigea vers le port de Yokohama. Mais, à mesure qu'il s'approchait des docks, son projet, qui lui avait paru si simple au moment où il en avait eu l'idée, lui semblait de plus en plus inexécutable. Pourquoi aurait-on besoin d'un cuisinier ou d'un domestique à bord d'un paquebot américain, et quelle confiance inspirerait-il affublé de la sorte? Quelle recommandation faire valoir? Quelle référence indiquer? Comme il réfléchissait ainsi, ses regards tombèrent sur une immense affiche qu'une sorte de clown promenait dans les rues de Yokohama. Cette affiche était ainsi libellée en anglais. « Troupe japonaise acrobatique de l'honorable William Batulcar. Dernière représentation
avant leur départ pour les États-Unis d'Amérique, dès long nez, sous l'invocation directe du dieu Tingu. Grande attraction. Les États-Unis d'Amérique, s'écria Passepartout. Voilà justement mon affaire. Il suivit l'homme affiche et, à sa suite, il rentra bientôt dans la ville japonaise. Un quart d'heure plus tard, il s'arrêtait devant une vaste case que couronnaient plusieurs faisceaux de banderoles et dont les parois extérieures représentaient, sans perspective, mais en couleurs violentes, toute une bande de jongleurs. C'était l'établissement de l'honorable Batulcar, sorte de Barnum américain, directeur d'une troupe de saltimbanques, jongleurs, clowns, acrobates, équilibristes, gymnastes, qui, suivant l'affiche, donnait ses dernières représentations avant de quitter l'Empire du Soleil pour les États de l'Union. Passepartout entra sous un péristyle qui précédait la case et demanda M. Batulcar. M. Batulcar apparut en personne. « Que voulez-vous » dit-il à Passepartout, qu'il prit d'abord pour un indigène. « Avez-vous besoin d'un domestique » demanda Passepartout. « Un domestique » s'écria le Barnum en caressant l'épaisse barbiche grise qui foisonnait sous son menton. « J'en ai 2, obéissants, fidèles, qui ne m'ont jamais quitté et qui me servent pour rien à condition que je les nourrisse. Et les voilà, ajouta-t-il en montrant ses 2 bras robustes, sillonnés de veines grosses comme des cordes de contrebasse. Ainsi, je ne puis vous être bon à rien ? À rien. Diable, ça m'aurait pourtant fort convenu de partir avec vous. Ah ça, dit l'honorable Batulcar, vous êtes japonais comme je suis un singe. Pourquoi donc êtes-vous habillé de la sorte ? On s'habille comme on peut. Vrai, cela. Vous êtes un Français, vous ? Oui, un Parisien de Paris. Alors, vous devez savoir faire des grimaces ? Ma foi, répondit Passepartout, vexé de voir sa nationalité provoquer cette demande. Nous autres Français, nous savons faire des grimaces, c'est vrai, mais pas mieux que les Américains. Juste. Eh bien, si je ne vous prends pas comme domestique, je peux vous prendre comme clown. Vous comprenez, mon brave. En France, on exhibe des farceurs étrangers et à l'étranger, des farceurs français. Ah, vous êtes vigoureux, d'ailleurs ? Surtout quand je sors de table. Et vous savez chanter ? Oui, répondit Passepartout, qui avait autrefois fait sa partie dans quelques concerts de rue. Mais savez-vous chanter la tête en bas, avec une toupie tournante sur la plante du pied gauche et un sabre en équilibre sur la plante du pied droit ? Parbleu, répondit Passepartout, qui se rappelait les premiers exercices de son jeune âge. C'est que, voyez-vous, tout est là, répondit l'honorable Batulcar. L'engagement fut conclu hic et nunc. Enfin, Passepartout avait trouvé une position. Il était engagé pour tout faire dans la célèbre troupe japonaise. C'était peu flatteur, mais avant 8 jours, il serait en route pour San Francisco. La représentation annoncée à grand fracas par l'honorable Batulcar devait commencer à 3 heures, et bientôt les formidables instruments d'un orchestre japonais, tambour et tam-tam, tonnaient à la porte. On comprend bien que Passepartout n'avait pu étudier un rôle, mais il devait prêter l'appui de ses solides épaules dans le grand exercice de la grappe humaine, exécuté par les longs nez du dieu Tingu. Ce Great Attraction de la représentation devait clore la série des exercices. Avant 3 heures, les spectateurs avaient envahi la vaste case. Européens et indigènes, Chinois et Japonais, hommes, femmes et enfants se précipitaient sur les étroites banquettes et dans les loges qui faisaient face à la scène. Les musiciens étaient rentrés à l'intérieur et l'orchestre au complet, gong, tam-tam, cliquettes, flûtes, tambourins et grosses caisses, opérait avec fureur. Cette représentation fut ce que sont toutes ces exhibitions d'acrobates. Mais il faut bien avouer que les Japonais sont les premiers équilibristes du monde. L'un, armé de son éventail et de petits morceaux de papier, exécutait l'exercice si gracieux des papillons et des fleurs. Un autre, avec la fumée odorante de sa pipe, traçait rapidement dans l'air une série de mots bleuâtres, qui formaient un compliment à l'adresse de l'assemblée. Celui-ci jonglait avec des bougies allumées,
qu'il éteignit successivement quand elles passèrent devant ses lèvres, et qu'il ralluma l'une à l'autre sans interrompre un seul instant sa prestigieuse jonglerie. Celui-là reproduisit, au moyen de toupies tournantes, les plus invraisemblables combinaisons. Sous sa main, ces ronflantes machines semblaient s'animer d'une vie propre dans leur interminable giration. Elles couraient sur des tuyaux de pipe, sur des tranchants de sabre, sur des fils de fer, véritables cheveux tendus d'un côté de la scène à l'autre. Elles faisaient le tour de grands vases de cristal, elles gravissaient des échelles de bambou, elles se dispersaient dans tous les coins, produisant des effets harmoniques d'un étrange caractère en combinant leurs tonalités diverses. Les jongleurs jonglaient avec elles, et elles tournaient dans l'air. Ils les lançaient comme des volants, avec des raquettes de bois, et elles tournaient toujours. Ils les fourraient dans leurs poches, et quand ils les retiraient, elles tournaient encore, jusqu'au moment où un ressort détendu les faisait s'épanouir en gerbes d'artifice. Inutile de décrire ici les prodigieux exercices des acrobates et gymnastes de la troupe. Les tours de l'échelle, de la perche, de la boule, des tonneaux, etc. furent exécutés avec une précision remarquable. Mais le principal attrait de la représentation était l'exhibition de ces longs nez, étonnants équilibristes que l'Europe ne connaît pas encore. Ces longs nez forment une corporation particulière placée sous l'invocation directe du dieu Tingu. Vêtus comme des héros du Moyen-Âge, ils portaient une splendide paire d'ailes à leurs épaules, mais ce qui les distinguait plus spécialement, c'était ce long nez dont leur face était agrémentée et surtout l'usage qu'ils en faisaient. Ces nez n'étaient rien moins que des bambous, longs de 5, de 6, de 10 pieds, les uns droits, les autres courbés, ceux-ci lisses, ceux-là verruqueux. Or, c'était sur ces appendices, fixés d'une façon solide, que s'opéraient tous leurs exercices d'équilibre. Une douzaine de ces sectateurs du dieu Tingu se couchèrent sur le dos, et leurs camarades vinrent s'ébattre sur leur nez, dressés comme des paratonnerres, sautant, voltigeant de celui-ci à celui-là et exécutant les tours les plus invraisemblables. Pour terminer, on avait spécialement annoncé au public la pyramide humaine, dans laquelle une cinquantaine de longs nez devaient figurer le char de Juggernaut. Mais au lieu de former cette pyramide en prenant leurs épaules pour point d'appui, les artistes de l'honorable Batulcar ne devaient s'emmancher que par leur nez. Or, l'un de ceux qui formaient la base du char avait quitté la troupe, et comme il suffisait d'être vigoureux et adroit, Passepartout avait été choisi pour le remplacer. Certes, le digne garçon se sentit tout piteux quand, triste souvenir de sa jeunesse, il eut endossé son costume du Moyen-Âge, orné d'ailes multicolores, et qu'un nez de 6 pieds lui eût été appliqué sur la face. Mais enfin, ce nez, c'était son gagne-pain, et il en prit son parti. Passepartout entra en scène et vint se ranger avec ceux de ses collègues qui devaient figurer la base du char de Juggernaut. Tous s'étendirent à terre, le nez dressé vers le ciel. Une seconde section d'équilibristes vint se poser sur ces longs appendices, une troisième s'étagea au-dessus, puis une quatrième, et sur ces nez qui ne se touchaient que par leurs pointes, un monument humain s'éleva bientôt jusqu'aux frises du théâtre. Or, les applaudissements redoublaient, et les instruments de l'orchestre éclataient comme autant de tonnerres, quand la pyramide s'ébranla. L'équilibre se rompit, un des nez de la base vint à manquer, et le monument s'écroula comme un château de cartes. C'était la faute à Passepartout qui, abandonnant son poste, franchissant la rampe sans le secours de ses ailes et grimpant à la galerie de droite, tombait aux pieds d'un spectateur en s'écriant « Ah, mon maître, mon maître !»« Vous ? Moi ? Eh bien, en ce cas, au paquebot, mon garçon !» Monsieur Fogg, Mrs. Aouda, qui l'accompagnait, Passepartout, s'était précipité par les couloirs au dehors de la case. Mais, là, ils trouvèrent l'honorable Batulcar, furieux, qui réclamait des dommages-intérêts pour la casse. Phileas Fogg apaisa sa fureur en lui jetant une poignée de banknotes. Et, à 6h30, au moment où il allait partir,
M. Fogg et Mrs. Aouda mettaient le pied sur le paquebot américain, suivi de Passepartout, les ailes au dos, et sur la face ce nez de 6 pieds qu'il n'avait pas encore pu arracher de son visage. Chapitre 24, pendant lequel s'accomplit la traversée de l'océan Pacifique. Ce qui était arrivé en vue de Shanghai, on le comprend. Les signaux faits par la Tankadère avaient été aperçus du paquebot de Yokohama. Le capitaine, voyant un pavillon en berne, s'était dirigé vers la petite goélette. Quelques instants après, Phileas Fogg, soldant son passage au prix convenu, mettait dans la poche du patron John Bunsby 550 livres, 13 750 francs. Puis l'honorable gentleman, Mrs. Aouda et Fix étaient montés à bord du steamer qui avait aussitôt fait route pour Nagasaki et Yokohama. Arrivé le matin même, 14 novembre, à l'heure réglementaire, Phileas Fogg, laissant Fix aller à ses affaires, s'était rendu à bord du Carnatic. Et là, il apprenait, à la grande joie de Mrs. Aouda, et peut-être à la sienne, mais du moins il n'en laissa rien paraître, que le Français Passepartout était effectivement arrivé la veille à Yokohama. Phileas Fogg, qui devait repartir le soir même pour San Francisco, se mit immédiatement à la recherche de son domestique. Il s'adressa, mais en vain, aux agents consulaires français et anglais, et, après avoir inutilement parcouru les rues de Yokohama, il désespérait de retrouver Passepartout quand le hasard, ou peut-être une sorte de pressentiment, le fit entrer dans la case de l'honorable Batulcar. Il n'eût certes point reconnu son serviteur sous cet excentrique accoutrement de héros, mais celui-ci, dans sa position renversée, aperçut son maître à la galerie. Il ne put retenir un mouvement de son nez. De là, rupture de l'équilibre et ce qui s'ensuivit. Voilà ce que Passepartout apprit de la bouche même de Mrs. Aouda, qui lui raconta alors comment s'était faite cette traversée de Hong Kong à Yokohama, en compagnie d'un sieur Fix, sur la goélette, la Tankadère. Au nom de Fix, Passepartout ne sourcilla pas. Il pensait que le moment n'était pas venu de dire à son maître ce qui s'était passé entre l'inspecteur de police et lui. Aussi, dans l'histoire que Passepartout fit de ses aventures, il s'accusa et s'excusa seulement d'avoir été surpris par l'ivresse de l'opium dans une tabagie de Yokohama. M. Fogg écouta froidement ce récit, sans répondre. Puis il ouvrit à son domestique un crédit suffisant pour que celui-ci pût se procurer à bord des habits plus convenables. Et en effet, 1 heure ne s'était pas écoulée que l'honnête garçon, ayant coupé son nez et rogné ses ailes, n'avait plus rien en lui qui rappelât le sectateur du dieu Tingu. Le paquebot faisant la traversée de Yokohama à San Francisco appartenait à la compagnie du Pacific Mail Steam et se nommait le General Grant. C'était un vaste steamer à roues, jaugeant 2500 tonnes, bien aménagé et doué d'une grande vitesse. Un énorme balancier s'élevait et s'abaissait successivement au-dessus du pont. À l'une de ses extrémités s'articulait la tige d'un piston et à l'autre celle d'une bielle, qui, transformant le mouvement rectiligne en mouvement circulaire, s'appliquait directement à l'arbre des roues. Le général Grant était gréé en 3 mâts goélette et il possédait une grande surface de voilure qui aidait puissamment la vapeur. À filer ses 12 000 à l'heure, le paquebot ne devait pas employer plus de 21 jours pour traverser le Pacifique. Phileas Fogg était donc autorisé à croire que, rendu le 2 décembre à San Francisco, il serait le 11 à New York et le 20 à Londres, gagnant ainsi de quelques heures cette date fatale du 21 décembre. Les passagers étaient assez nombreux à bord du steamer, des Anglais, beaucoup d'Américains, une véritable émigration de coolies pour l'Amérique, et un certain nombre d'officiers de l'armée des Indes qui utilisaient leurs congés en faisant le tour du monde. Pendant cette traversée, il ne se produisit aucun incident nautique. Le paquebot, soutenu sur ses larges roues, appuyé par sa forte voilure, roulait peu. L'océan Pacifique justifiait assez son nom. M. Fogg était aussi calme, aussi peu communicatif que d'ordinaire.
Sa jeune compagne se sentait de plus en plus attachée à cet homme par d'autres liens que ceux de la reconnaissance. Cette silencieuse nature, si généreuse en somme, l'impressionnait plus qu'elle ne le croyait, et c'était presque à son insu qu'elle se laissait aller à des sentiments dont l'énigmatique Fogg ne semblait aucunement subir l'influence. En outre, Mrs. Aouda s'intéressait prodigieusement au projet du gentleman. Elle s'inquiétait des contrariétés qui pouvaient compromettre le succès du voyage. Souvent, elle causait avec Passepartout, qui n'était point sans lire entre les lignes dans le cœur de Mrs. Aouda. Ce brave garçon avait, maintenant, à l'égard de son maître, la foi du charbonnier. Il ne tarissait pas en éloges sur l'honnêteté, la générosité, le dévouement de Phileas Fogg. Puis il rassurait Mrs. Aouda sur l'issue du voyage, répétant que le plus difficile était fait, que l'on était sorti de ces pays fantastiques de la Chine et du Japon, que l'on retournait aux contrées civilisées, et enfin qu'un train de San Francisco à New York et un transatlantique de New York à Londres suffiraient, sans doute, pour achever cet impossible tour du monde dans les délais convenus. 9 jours après avoir quitté Yokohama, Phileas Fogg avait exactement parcouru la moitié du globe terrestre. En effet, le General Grant, le 23 novembre, passait au 180e méridien, celui sur lequel se trouvent, dans l'hémisphère austral, les antipodes de Londres. Sur 80 jours mis à sa disposition, M. Fogg, il est vrai, en avait employé 52, et il ne lui en restait plus que 28 à dépenser. Mais il faut remarquer que si le gentleman se trouvait à moitié route seulement, par la différence des méridiens, il avait en réalité accompli plus des 2/3 du parcours total. Quel détour forcé, en effet, de Londres à Aden, d'Aden à Bombay, de Calcutta à Singapour, de Singapour à Yokohama. À suivre circulairement le 50e parallèle, qui est celui de Londres, la distance n'eût été que de 12 000 milles environ, tandis que Phileas Fogg était forcé, par les caprices des moyens de locomotion, d'en parcourir 26 000, dont il avait fait environ 17 500 à cette date du 23 novembre. Mais maintenant la route était droite, et Fix n'était plus là pour y accumuler les obstacles. Il arriva aussi que, ce 23 novembre, Passepartout éprouva une grande joie. On se rappelle que l'entêté s'était obstiné à garder l'heure de Londres à sa fameuse montre de famille, tenant pour fausses toutes les heures des pays qu'il traversait. Or, ce jour-là, bien qu'il ne l'eût jamais ni avancé ni retardé, sa montre se trouva d'accord avec les chronomètres du bord. Si Passepartout triompha, cela se comprend de reste. Il aurait bien voulu savoir ce que Fix aurait pu dire s'il eût été présent. « Ce coquin qui me racontait un tas d'histoires sur les méridiens, sur le soleil, sur la lune, » répétait Passepartout. « Hein, ces gens-là, si on les écoutait, on ferait de la belle horlogerie. J'étais bien sûr qu'un jour ou l'autre, le soleil se déciderait à se régler sur ma montre. » Passepartout ignorait ceci. C'est que si le cadran de sa montre eût été divisé en 24 heures comme les horloges italiennes, il n'aurait eu aucun motif de triompher, car les aiguilles de son instrument, quand il était 9 heures du matin à bord, auraient indiqué 9 heures du soir, c'est-à-dire la 21e heure depuis minuit, différence précisément égale à celle qui existe entre Londres et le 180e méridien. Mais si Fix avait été capable d'expliquer cet effet purement physique, Passepartout, sans doute, eût été incapable, sinon de le comprendre, du moins de l'admettre. Et en tout cas, si par impossible, l'inspecteur de police se fût inopinément montré à bord en ce moment, il est probable que Passepartout, à bon droit rancunier, eût traité avec lui un sujet tout différent et d'une toute autre manière. Or, où était Fix en ce moment ? Fix était précisément à bord du General Grant. En effet, en arrivant à Yokohama, l'agent, abandonnant M. Fogg, qu'il comptait retrouver dans la journée, s'était immédiatement rendu chez le consul anglais. Là, il avait enfin trouvé le mandat, qui, courant après lui depuis Bombay, avait déjà 40 jours de date. Mandat qui lui avait été expédié de Hong Kong par ce même Carnatic à bord duquel on le croyait. Qu'on juge du désappointement du détective, le mandat devenait inutile.
Le sieur Fogg avait quitté les possessions anglaises. Un acte d'extradition était maintenant nécessaire pour l'arrêter. « Soit, se dit Fix, après le premier moment de colère. Mon mandat n'est plus bon ici. Il le sera en Angleterre. Ce coquin a tout l'air de revenir dans sa patrie, croyant avoir dépisté la police. Bien, je le suivrai jusque-là. Quant à l'argent, Dieu veuille qu'il en reste. Mais en voyage, en primes, en procès, en amendes, en éléphants, en frais de toutes sortes, mon homme a déjà laissé plus de 5 000 livres sur sa route. Après tout, la banque est riche. » Son parti pris, il s'embarqua aussitôt sur le général Grant. Il était à bord quand M. Fogg et Mrs. Aouda y arrivèrent. À son extrême surprise, il reconnut Passepartout sous son costume de héros. Il se cacha aussitôt dans sa cabine afin d'éviter une explication qui pouvait tout compromettre, et, grâce au nombre des passagers, il comptait bien n'être point aperçu de son ennemi, lorsque ce jour-là précisément, il se trouva face à face avec lui sur l'avant du navire. Passepartout sauta à la gorge de Fix, sans autre explication, et au grand plaisir de certains Américains qui parièrent immédiatement pour lui. Il administra au malheureux inspecteur une volée superbe, qui démontra la haute supériorité de la boxe française sur la boxe anglaise. Quand Passepartout eut fini, il se trouva calme et comme soulagé. Fix se releva, en assez mauvais état, et, regardant son adversaire, il lui dit froidement : « Est-ce fini ? » ?»« Oui, pour l'instant. »« Alors venez me parler. »« Que je... dans l'intérêt de votre maître. » Passepartout, comme subjugué par ce sang-froid, suivit l'inspecteur de police, et tous deux s'assirent à l'avant du steamer. « Vous m'avez rossé, » dit Fix. « Bien. À présent, écoutez-moi. Jusqu'ici, j'ai été l'adversaire de M. Fogg, mais maintenant, je suis dans son jeu. »« Enfin !» s'écria Passepartout. « Vous le croyez un honnête homme ?»« Non, » répondit froidement Fix. « Je le crois un coquin. Chut, ne bougez pas et laissez-moi dire. Tant que M. Fogg a été sur les possessions anglaises, j'ai eu intérêt à le retenir en attendant un mandat d'arrestation. J'ai tout fait pour cela. J'ai lancé contre lui les prêtres de Bombay, je vous ai enivré à Hong Kong, je vous ai séparé de votre maître, je lui ai fait manquer le paquebot de Yokohama. » Passepartout écoutait, les poings fermés. « Maintenant, » reprit Fix, « M. Fogg semble retourner en Angleterre. Soit, je le suivrai. Mais désormais, je mettrai à écarter les obstacles de sa route autant de soin et de zèle que j'en ai mis jusqu'ici à les accumuler. Vous le voyez, mon jeu est changé, et il est changé parce que mon intérêt le veut. J'ajoute que votre intérêt est pareil au mien, car c'est en Angleterre seulement que vous saurez si vous êtes au service d'un criminel ou d'un honnête homme. » Passepartout avait très attentivement écouté Fix, et il fut convaincu que Fix parlait avec une entière bonne foi. « Sommes-nous amis ? » demanda Fix. « Amis, non, » répondit Passepartout. « Alliés, oui, et sous bénéfice d'inventaire, car à la moindre apparence de trahison, je vous tords le cou. »« Convenu, » dit tranquillement l'inspecteur de police. 11 jours après, le 3 décembre, le général Grant entrait dans la baie de la Porte d'Or et arrivait à San Francisco. M. Fogg n'avait encore ni gagné ni perdu un seul jour. Chapitre 25. Où l'on donne un léger aperçu de San Francisco un jour de meeting. Il était 7 heures du matin quand Phileas Fogg, Mrs. Aouda et Passepartout prirent pied sur le continent américain, si toutefois on peut donner ce nom au quai flottant sur lequel ils débarquèrent. Ces quais, montant et descendant avec la marée, facilitent le chargement et le déchargement des navires. Là s'embossent les clippers de toutes dimensions, les steamers de toutes nationalités et ces steamboats à plusieurs étages qui font le service du Sacramento et de ses affluents. Là s'entassent aussi les produits d'un commerce qui s'étend au Mexique, au Pérou, au Chili, au Brésil, à l'Europe, à l'Asie, à toutes les îles de l'océan Pacifique. Passepartout, dans sa joie de toucher enfin la terre américaine,
avait cru devoir opérer son débarquement en exécutant un saut périlleux du plus beau style. Mais quand il retomba sur le quai dont le plancher était vermoulu, il faillit passer au travers. Tout décontenancé de la façon dont il avait pris pied sur le nouveau continent, l'honnête garçon poussa un cri formidable qui fit envoler une innombrable troupe de cormorans et de pélicans, hôtes habituels des quais mobiles. M. Fogg, aussitôt débarqué, s'informa de l'heure à laquelle partait le premier train pour New York. C'était à 6 heures du soir. M. Fogg avait donc une journée entière à dépenser dans la capitale californienne. Il fit venir une voiture pour Mrs. Aouda et pour lui. Passepartout monta sur le siège et le véhicule, à $3 la course, se dirigea vers International Hotel. De la place élevée qu'il occupait, Passepartout observait avec curiosité la grande ville américaine. Larges rues, maisons basses bien alignées, églises et temples d'un gothique anglo-saxon, docks immenses, entrepôts comme des palais, les uns en bois, les autres en briques. Dans les rues, voitures nombreuses, omnibus, cars de tramway, et sur les trottoirs encombrés, non seulement des Américains et des Européens, mais aussi des Chinois et des Indiens, enfin de quoi composer une population de plus de 200 000 habitants. Passepartout fut assez surpris de ce qu'il voyait. Il en était encore à la cité légendaire de 1849, à la ville des bandits, des incendiaires et des assassins accourus à la conquête des pépites. Immense capharnaüm de tous les déclassés, où l'on jouait la poudre d'or, un revolver d'une main et un couteau de l'autre. Mais ce beau temps était passé. San Francisco présentait l'aspect d'une grande ville commerçante. La haute tour de l'hôtel de ville, où veillent les guetteurs, dominait tout cet ensemble de rues et d'avenues, se coupant à angle droit, entre lesquels s'épanouissaient des squares verdoyants. Puis une ville chinoise qui semblait avoir été importée du céleste empire dans une boîte à joujoux. Plus de sombreros, plus de chemises rouges à la mode des coureurs de placers, plus d'indiens emplumés, mais des chapeaux de soie et des habits noirs que portaient un grand nombre de gentlemen doués d'une activité dévorante. Certaines rues, entre autres Montgomery Street, le Regent Street de Londres, le boulevard des Italiens de Paris, le Broadway de New York, étaient bordés de magasins splendides qui offraient à leur étalage les produits du monde entier. Lorsque Passepartout arriva à International Hotel, il ne lui semblait pas qu'il eût quitté l'Angleterre. Le rez-de-chaussée de l'hôtel était occupé par un immense bar, sorte de buffet ouvert gratis à tout passant. Viande sèche, soupe aux huîtres, biscuits et chester s'y débitaient sans que le consommateur eût à délier sa bourse. Il ne payait que sa boisson, ale, porto ou xérès, si sa fantaisie le portait à se rafraîchir. Cela parut très américain à Passepartout. Le restaurant de l'hôtel était confortable. M. Fogg et Mrs. Aouda s'installèrent devant une table et furent abondamment servis dans des plats lilliputiens par des nègres du plus beau noir. Après déjeuner, Phileas Fogg, accompagné de Mrs. Aouda, quitta l'hôtel pour se rendre au bureau du consul anglais afin d'y faire viser son passeport. Sur le trottoir, il trouva son domestique qui lui demanda si, avant de prendre le chemin de fer du Pacifique, il ne serait pas prudent d'acheter quelques douzaines de carabines Enfield ou de revolvers Colt. Passepartout avait entendu parler des Sioux et de Pawnees qui arrêtent les trains comme de simples voleurs espagnols. M. Fogg répondit que c'était là une précaution inutile, mais il le laissa libre d'agir comme il lui conviendrait. Puis il se dirigea vers les bureaux de l'agent consulaire. Phileas Fogg n'avait pas fait 200 pas que, par le plus grand des hasards, il rencontrait Fix. L'inspecteur se montra extrêmement surpris. Comment ? M. Fogg et lui avaient fait ensemble la traversée du Pacifique et ils ne s'étaient pas rencontrés à bord. En tout cas, Fix ne pouvait être qu'honoré de revoir le gentleman auquel il devait tant, et, ses affaires le rappelant en Europe, il serait enchanté de poursuivre son voyage en une si agréable compagnie. M. Fogg répondit que l'honneur serait pour lui, et Fix, qui tenait à ne point le perdre de vue,
lui demanda la permission de visiter avec lui cette curieuse ville de San Francisco, ce qui fut accordé. Voici donc Mrs. Aouda, Phileas Fogg et Fix flânant par les rues. Ils se trouvèrent bientôt dans Montgomery Street, où l'affluence du populaire était énorme. Sur les trottoirs, au milieu de la chaussée, sur les rails des tramways, malgré le passage incessant des coachs et des omnibus, au seuil des boutiques, aux fenêtres de toutes les maisons et même jusque sur les toits, foule innombrable. Des hommes affiches circulaient au milieu des groupes, des bannières et des banderoles flottaient au vent, des cris éclataient de toutes parts. « Hurrah pour Camerfield ! Hurrah pour Mandy Boy !» C'était un meeting. Ce fut du moins la pensée de Fix, et il communiqua son idée à M. Fogg en ajoutant « Nous ferons peut-être bien, monsieur, de ne point nous mêler à cette cohue. Il n'y a que des mauvais coups à recevoir. » « En effet, répondit Phileas Fogg, et les coups de poing, pour être politique, n'en sont pas moins des coups de poing. » Fix crut devoir sourire en entendant cette observation, et, afin de voir sans être pris dans la bagarre, Mrs. Aouda, Phileas Fogg et lui prirent place sur le palier supérieur d'un escalier que desservait une terrasse située en contre-haut de Montgomery Street. Devant eux, de l'autre côté de la rue, entre le wharf d'un marchand de charbon et le magasin d'un négociant en pétrole, se développait un large bureau en plein vent, vers lequel les divers courants de la foule semblaient converger. Et maintenant, pourquoi ce meeting ? À quelle occasion se tenait-il ? Phileas Fogg l'ignorait absolument. S'agissait-il de la nomination d'un haut fonctionnaire militaire ou civil, d'un gouverneur d'État ou d'un membre du Congrès ? Il était permis de le conjecturer, à voir l'animation extraordinaire qui passionnait la ville. En ce moment, un mouvement considérable se produisit dans la foule. Toutes les mains étaient en l'air. Quelques-unes, solidement fermées, semblaient se lever et s'abattre rapidement au milieu des cris. Manière énergique, sans doute, de formuler un vote. Des remous agitaient la masse qui refluait. Les bannières oscillaient, disparaissaient un instant et reparaissaient en loques. Les ondulations de la houle se propageaient jusqu'à l'escalier, tandis que toutes les têtes moutonnaient à la surface comme une mer soudainement remuée par un grain. Le nombre des chapeaux noirs diminuait à vue d'œil, et la plupart semblaient avoir perdu de leur hauteur normale. « C'est évidemment un meeting, » dit Fix. « Et la question qui l'a provoqué doit être palpitante. Je ne serais point étonné qu'il fût encore question de l'affaire de l'Alabama, bien qu'elle soit résolue. »« Peut-être, » répondit simplement M. Fogg. « En tout cas, reprit Fix, 2 champions sont en présence. L'un de l'autre, l'honorable Camerfield et l'honorable Mandy Boy. » Mrs. Aouda, au bras de Phileas Fogg, regardait avec surprise cette scène tumultueuse, et Fix allait demander à l'un de ses voisins la raison de cette effervescence populaire quand un mouvement plus accusé se prononça. Les hurrahs, agrémentés d'injures, redoublèrent. La hampe des bannières se transforma en arme offensive. Plus de mains, des poings partout. Du haut des voitures arrêtées et des omnibus enrayés dans leur course, s'échangeaient force horions. Tout servait de projectile. Bottes et souliers décrivaient dans l'air des trajectoires très tendues, et il sembla même que quelques revolvers mêlaient aux vociférations de la foule leur détonation nationale. La cohue se rapprocha de l'escalier et reflua sur les premières marches. L'un des partis était évidemment repoussé, sans que les simples spectateurs pussent reconnaître si l'avantage restait à Mandy Boy ou à Camerfield. « Je crois prudent de nous retirer, » dit Fix, qui ne tenait pas à ce que son homme reçût un mauvais coup ou se fît une mauvaise affaire. « S'il est question de l'Angleterre dans tout ceci, et qu'on nous reconnaisse, nous serons fort compromis dans la bagarre. »« Un citoyen anglais, » répondit Phileas Fogg. Mais le gentleman ne put achever sa phrase. Derrière lui, de cette terrasse qui précédait l'escalier, partirent des hurlements épouvantables. On criait « Hurrah ! Hip hip pour Mandy Boy !» C'était une troupe d'électeurs qui arrivait à la rescousse, prenant en flanc les partisans de Camerfield.
M. Fogg, Mrs. Aouda, Fix se trouvèrent entre deux feux. Il était trop tard pour s'échapper. Ce torrent d'hommes, armés de cannes, plombées et de casse-tête, était irrésistible. Phileas Fogg et Fix, en préservant la jeune femme, furent horriblement bousculés. M. Fogg, non moins flegmatique que d'habitude, voulut se défendre avec ces armes naturelles que la nature a mises au bout des bras de tout Anglais, mais inutilement. Un énorme gaillard à barbiche rouge, au teint coloré, large d'épaules, qui paraissait être le chef de la bande, leva son formidable poing sur M. Fogg, et il eût fort endommagé le gentleman si Fix, par dévouement, n'eût reçu le coup à sa place. Une énorme bosse se développa instantanément sous le chapeau de soie du détective, transformé en simple toque. « Yankee !» dit M. Fogg, en lançant à son adversaire un regard de profond mépris. « Englishman !» répondit l'autre. « Nous nous retrouverons. »« Quand il vous plaira. Votre nom ?»« Phileas Fogg. Le vôtre ?»« Le colonel Stamp, W. Proctor. » Puis, cela dit, la marée passa. Fix fut renversé et se releva, les habits déchirés, mais sans meurtrissure sérieuse. Son paletot de voyage s'était séparé en deux parties inégales, et son pantalon ressemblait à ces culottes dont certains Indiens, affaire de mode, ne se vêtent qu'après en avoir préalablement enlevé le fond. Mais, en somme, Mrs. Aouda avait été épargnée, et, seul, Fix en était pour son coup de poing. « Merci, » dit M. Fogg à l'inspecteur, dès qu'ils furent hors de la foule. « Il n'y a pas de quoi, » répondit Fix. « Mais venez. »« Où ?»« Chez un marchand de confection. » En effet, cette visite était opportune. Les habits de Phileas Fogg et de Fix étaient en lambeaux, comme si ces deux gentlemen se fussent battus pour le compte des honorables Camerfield et Mandy Boy. Une heure après, ils étaient convenablement vêtus et coiffés. Puis ils revinrent à International Hotel. Là, Passepartout attendait son maître, armé d'une demi-douzaine de revolvers poignards à 6 coups et à inflammation centrale. Quand il aperçut Fix en compagnie de M. Fogg, son front s'obscurcit. Mais Mrs. Aouda, ayant fait en quelques mots le récit de ce qui s'était passé, Passepartout se rasséréna. Évidemment, Fix n'était plus un ennemi, c'était un allié. Il tenait sa parole. Le dîner terminé, un coach fut amené qui devait conduire à la gare les voyageurs et leurs colis. Au moment de monter en voiture, M. Fogg dit à Fix : « Vous n'avez pas revu ce colonel Proctor ? » ?»« Non, » répondit Fix. « Je reviendrai en Amérique pour le retrouver, » dit froidement Phileas Fogg. « Il ne serait pas convenable qu'un citoyen anglais se laissât traiter de cette façon. » L'inspecteur sourit et ne répondit pas. Mais, on le voit, M. Fogg était de cette race d'Anglais qui, s'ils ne tolèrent pas le duel chez eux, se battent à l'étranger, quand il s'agit de soutenir leur honneur. À 6h moins un quart, les voyageurs atteignaient la gare et trouvaient le train prêt à partir. Au moment où M. Fogg allait s'embarquer, il avisa un employé et le rejoignant. « Mon ami, lui dit-il, n'y a-t-il pas eu quelque trouble aujourd'hui à San Francisco ?»« C'était un meeting, monsieur, » répondit l'employé. « Cependant, j'ai cru remarquer une certaine animation dans les rues. Il s'agissait simplement d'un meeting organisé pour une élection. »« L'élection d'un général en chef, sans doute ?» demanda M. Fogg. « Non, monsieur, d'un juge de paix. » Sur cette réponse, Phileas Fogg monta dans le wagon et le train partit à toute vapeur.